Les harceleurs ont renversé une fille en fauteuil roulant. 30 minutes plus tard, une fille noire les a vaincus devant toute l'école. C'était un jeudi matin venteux à la Jefferson Middle School de Birmingham, en Alabama. Le soleil se levait, fixe et brillant, projetant de longues ombres sur l'asphalte usé du parking, où les bus scolaires s'arrêtaient en gémissant. Les élèves sortirent dans une ruée familière, bourdonnant de conversations, serrant leur téléphone, leur sac à dos en bandoulière, et cherchant leurs amis du regard. C'était le chaos habituel de la première sonnerie. Mais pour Trinity, 13 ans, la journée ne commença pas par des bavardages ou de la confiance. Elle resta assise tranquillement près du mât, observant les élèves s'agiter autour d'elle comme si elle était un meuble. Trinity était petite pour son âge, douce et habituée à être négligée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle était aussi l'une des 3 seules élèves de Jefferson à se déplacer en fauteuil roulant. Née avec un spina bifida, Trinity n'avait jamais connu la vie sans fauteuil roulant, mais cela ne l'empêchait jamais de sourire. Ses yeux étaient brillants, ses réponses en classe toujours réfléchies, et son rire pouvait réchauffer une salle. Pourtant, cela n'empêchait pas des enfants comme Camden Brooks de la traiter comme une moins que rien. Camden, secondeur en 4e, grand et suffisant, venait d'une famille dont le nom était gravé dans le gymnase de l'école. Il n'aimait pas les gens qui ne correspondaient pas à ses critères. Il n'avait pas besoin de le dire à voix haute. Les blagues, les regards en coin, les moments où il lui bloquait le passage dans le couloir ou imitait le grincement de ses roues en classe, tout cela en disait long. Ce matin-là, Trinity essayait d'entrer dans l'école lorsque cela s'est produit. Elle n'était qu'à quelques mètres de la rampe avant lorsque Camden et 2 de ses acolytes, Hunter et Mike, se sont placés devant elle. Au début, ils ne parlèrent pas. Ils restèrent simplement les bras croisés, le regard narquois, comme s'ils contemplaient quelque chose de cassé. Hunter tendit la main et donna un petit coup sur le bord de son fauteuil roulant. « Tu as déjà pensé à installer des boosters de neutro sur ce truc ?» demanda-t-il en riant. Les doigts de Trinity agrippèrent les roues. « Allez, dit Camden en s'avançant. Frayons un chemin. » Mais au lieu de s'écarter, il se pencha et attrapa le devant de sa chaise. D'un seul mouvement, il l'inclina vers l'arrière juste assez pour la faire se débattre. Trinity tendit les bras, essayant de se retenir tandis que la chaise vacillait et tombait. Elle atterrit sur le côté avec un bruit sourd qui sembla paralyser toute l'entrée. L'espace d'une seconde, le monde retint son souffle. Puis les rires revinrent. Quelques enfants se couvraient la bouche. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. Mais personne n'a bougé. Trinity restait immobile, son sac à dos à moitié dégagé de son épaule, ses livres éparpillés. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste regardé le ciel et s'est murmuré quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. C'est alors que quelqu'un bougea. Amia Cross venait de descendre du bus 12. Elle vit la queue du bus, la chute, les rires et le sourire niais de Camden qui fit un high-five à Mike. Ses poings se serrèrent et, avant même de s'en rendre compte, elle se fraya un chemin à travers la foule. Amia n'était pas bruyante. Elle n'était ni déléguée de classe ni une excellente élève. Mais elle avait autre chose, un feu discret que les gens ne remarquaient que lorsqu'il commençait à brûler. Elle s'agenouilla près de Trinity, l'aida à se redresser et vérifia son coude. « Ça va ?» Trinity hocha la tête, les lèvres pincées. Amia leva les yeux. Sa voix traversa le silence comme le tonnerre. « Tu trouves ça drôle ?» Camden se tourna. « Occupez-vous de vos affaires. » Amia se leva lentement, se redressant de toute sa taille au pas grande, mais suffisamment. « C'est mon affaire. » La foule commençait à bouger, les étudiants se rassemblant comme des papillons devant une flamme. Camden eut un sourire narquois. « Quoi ? Tu vas me faire la leçon ? Quoi ? Es-tu sa baby-sitter ? » Amia ne répondit pas. Elle s'avança, se pencha et aida Trinity à regagner sa chaise. Le surveillant de service dans les couloirs est finalement arrivé, tard comme toujours, pour demander ce qui s'était passé, mais personne n'a dit un mot. Les garçons se fondirent dans la foule et la scène se termina, non pas avec une résolution, mais avec une tension aussi épaisse que de la fumée. Mais l'histoire n'était pas terminée. Ce que Camden et les autres ne savaient pas, c'est que l'événement annuel Unity Challenge de l'école était prévu plus tard dans la journée. Cela faisait partie d'une initiative à l'échelle de l'État visant à promouvoir l'inclusion à travers un domaine de jeux et d'activités de consolidation d'équipes conçues pour rassembler les étudiants. Tout le monde regarderait, les étudiants, les enseignants et même les parents. C'est alors qu'Amia a eu une idée. Pendant les cours,
elle s'est approchée de mademoiselle Carter et lui a dit « Je veux concourir cet après-midi. Je veux Camden dans mon équipe. » Miss Carter cligna des yeux. « Tu es sûr de ça ?» Amiya hocha la tête. Positif. À midi, la chaleur était montée et le terrain derrière l'école bourdonnait d'excitation. Les enseignants installent des cônes, des stations relais et des parcours d'obstacles. Le défi unité a débuté sur fond de musique forte et d'esprit d'équipe. Les équipes ont été tirées au sort, mais Amiya avait soigneusement composé la sienne, en sollicitant l'aide de l'entraîneur Ramirez pour diriger les ficelles. Camden, Hunter et Mike se tenaient debout, vêtus de chemises rouges assorties, les bras croisés, déjà ennuyés. Puis ils ont vu qui était leur chef d'équipe. Amiya sortit, sereine, un bloc-notes à la main. Elle regarda Camden droit dans les yeux. « Le défi d'aujourd'hui est une question de coopération, dit-elle. Mais rendons-le intéressant. Dernière épreuve, relais d'obstacles. Le gagnant choisira quelqu'un pour le déjeuner de leadership du directeur la semaine prochaine. Les perdants nettoieront la cafétéria pendant une semaine. » Les yeux de Camden se plissèrent. « Marché conclu, dit-il. » 30 minutes plus tard, le relais d'obstacles commençait. Chaque équipe devait suivre un parcours comprenant du sprint, de l'escalade, des poutres et une torsion. La dernière étape consistait en une poussée en fauteuil roulant, l'élève assis sur la chaise tenant un bâton. Camden ricana en le voyant. « Sérieusement ?» Amiya sourit. « Tu la pousses. » Il cligna des yeux. « Quoi ?» Elle fit un signe de tête en direction du côté du terrain. Trinité. Vêtue d'un t-shirt bleu marine, coude meurtri bandé, expression calme mais illisible. Trinity s'est roulée jusqu'à la dernière station. Camden serra les dents. Elle ne peut pas. C'est la dernière coureuse. Amiya l'interrompit. Les règles disent qu'un coéquipier doit rouler, l'autre doit pousser. Allons-y. La foule s'est agitée. Les enseignants se sont penchés. L'entraîneur Ramirez a sifflé. Le relais a décollé. Camden, alimenté par quelque chose entre l'ego et la confusion, courait sa jambe comme si sa fierté en dépendait. Il a touché Amiya, qui a touché Mike, et finalement ils ont atteint la station pour fauteuil roulant. Camden s'approcha en trottinant, haletant, le regard perdu. Trinity attendait. Il saisit les poignets, murmurant dans sa barbe en commençant à pousser. Le parcours, cependant, était tout sauf lisse. Des cônes parsemaient le parcours, des bosses surgissaient du gazon irrégulier, et les obstacles obligeaient à des ajustements constants. À un moment, Trinity se pencha calmement vers la gauche et avertit, « Ralentissez. Vous faites basculer la chaise. » Camden ajusta rapidement sa prise. La foule observait la course dans un silence quasi total, tendu par l'impatience. Puis vint la dernière ligne droite. Amiya et les autres explosèrent d'acclamations. « Allez, Trinity !» cria-t-elle d'un ton encourageant. Trinity leva le témoin bien haut en franchissant la ligne d'arrivée. Ils avaient gagné. Pendant une fraction de seconde, le silence recouvrit le terrain. Puis les applaudissements ont éclaté, d'abord de la part des professeurs, puis des élèves. Ce n'était ni bruyant ni forcé, c'était authentique. Même certains des coéquipiers de Camden regardaient Trinity avec un nouveau respect. Trinity ne sourit ni ne fit un signe de la main. Elle était simplement assise là, sa poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement, agrippant le bâton comme une torche. Ses yeux étaient concentrés, clairs et inébranlables. Camden se tenait derrière elle, les mains sur les poignets du fauteuil roulant, trop abasourdi pour parler. Pour la première fois depuis ce matin, il ne souriait pas. Au lieu de cela, il était silencieux, humilié et peut-être même honteux. Mais Amiya n'en avait pas fini. Et vous ? Si vous avez vraiment ressenti leur histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour leur témoigner votre soutien, a-t-elle insisté. Plus tard dans l'après-midi, de retour dans le couloir où Trinity s'était effondrée, Amiya convoqua une réunion avec Madame Carter et le proviseur Gaines. Elle ne cherchait pas à faire suspendre Camden, cela aurait été facile et inutile. Ce qu'elle voulait était bien plus difficile, un véritable changement. Les gens ont vu ce qui s'est passé, a déclaré Amiya, debout dans son bureau. Ils ont vu une fille se faire renverser, et personne n'a rien fait. Personne n'a parlé. C'est ce qui doit être réparé. Le directeur Gaines, un homme trapu et grisonnant qui travaillait à Jefferson depuis près de 20 ans, se pencha en avant et écouta attentivement. « Que proposez-vous, Madame Cross ?»
Amiya expira lentement. Accordez-nous 10 minutes à l'assemblée de demain. Laissons Trinity et moi parler. Montrons-leur ce que signifie défendre les intérêts d'autrui. Le lendemain matin, l'école s'est rendue au gymnase pour l'assemblée mensuelle Charakte-Kunt. La routine habituelle s'est déroulée, annonce, élève du mois, discours d'un professeur. La plupart des enfants y prêtaient à peine attention. Puis le principal Gen a pris le micro et s'est raclé la gorge. Avant de conclure, 2 étudiants ont quelque chose qu'ils aimeraient partager. Un murmure parcourut les gradins. Amiya et Trinity entrèrent ensemble sur le terrain. Un silence s'abattit sur la foule. Trinity gara son fauteuil roulant près du centre du cours, tandis qu'Amiya se tenait à ses côtés, micro à la main. La plupart d'entre vous ont vu ce qui s'est passé hier, commença Amiya d'une voix ferme. Certains d'entre vous ont ri. Certains ont détourné le regard. Et certains d'entre vous s'en fichaient. Mais voilà, Trinity n'est pas tombée parce qu'elle était en fauteuil roulant. Elle est tombée parce que quelqu'un pensait que c'était normal de la faire se sentir petite. La pièce était complètement silencieuse. Même les professeurs semblaient tendus, incertains de la direction que cela allait prendre. On parle beaucoup d'inclusion ici, poursuit Amiya. On accroche des affiches sur la gentillesse, mais ça ne sert à rien si on ne peut pas s'exprimer quand ça compte. Elle jeta un coup d'œil à Trinity, qui prit ensuite le micro. Je m'appelle Trinity et, dit-elle doucement, ces mots se répercutant clairement sur les gradins. J'ai été assis toute ma vie sur une chaise et la plupart du temps, je n'y pense pas. Mais hier, cela m'a rappelé ce que certaines personnes voient encore lorsqu'elles me regardent, une faiblesse, une cible, de quoi rire. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Mais voici ce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les kilomètres que j'ai parcourus grâce à la physiothérapie. Ils n'ont pas vu ma mère, qui a 2 emplois pour payer mes appareils orthodontiques et mes réparations. Ils n'ont pas vu les nuits que j'ai passées à apprendre à me relever seul après une chute. Elle fit une pause, son regard balayant les gradins. Ce qu'ils ont vu, c'est une fille sur une chaise. Mais ce que je veux que vous voyez maintenant, c'est une fille qui s'est relevée. Le silence qui suivit n'était pas gênant, c'était chargé d'émotion. Quelques enfants se sont déplacés sur leur siège. 1 ou 2 applaudissaient doucement. Puis d'autres se sont joints à eux jusqu'à ce que presque tout le gymnase applaudisse non par pitié, mais par respect. Après l'assemblée, Kanden se retrouva seul dans le couloir. Il n'avait jamais été ignoré dans cette école pas une seule fois mais maintenant, les regards le suivaient avec une nouvelle expression. Ni peur, ni admiration, juste de la reconnaissance, comme si un masque était tombé. Il ne vit Amiya que lorsqu'il tourna au coin près de la bibliothèque. Elle était là, assise avec Trinity, tous deux riant doucement autour d'un livre. Pendant un instant, Kanden envisagea de faire demi-tour. Au lieu de cela, il s'avança lentement. Il se gratta nerveusement la nuque. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je ne faisais que déconner. Je ne pensais pas qu'elle. Amiya ne s'y a pas, tu n'as pas réfléchi. C'est la seule partie de cette phrase qui compte. Kanden ouvrit la bouche, puis la referma. Il se tourna vers Trinity. Je suis désolé, pour de vrai. J'étais un imbécile. Trinity leva les yeux vers lui, le visage indéchiffrable. Je te pardonne, dit-elle finalement. Mais je n'ai pas besoin que tu regrettes. J'ai besoin que tu fasses mieux. Kanden hocha la tête, maladroitement. Ouais, d'accord. Il se tourna pour partir, puis fit une pause. Si jamais vous avez besoin d'aide pour réparer cette roue, je suis plutôt doué avec les outils. Trinity haussa légèrement les épaules. On verra bien. À la fin de la semaine, quelque chose avait changé à Jefferson. Ce n'était pas magique, et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais les couloirs semblaient différents. Davantage d'élèves se sont arrêtés pour tenir les portes ouvertes à Trinity. Davantage d'enfants ont rejoint Amiya et Trinity au déjeuner. Les enseignants ont commencé à aborder l'accessibilité et l'inclusion dans leurs cours. Le directeur Gen a programmé un nouveau forum mensuel appelé le Cercle, un espace où les élèves pouvaient parler ouvertement de ce à quoi ils étaient confrontés, de ce qu'ils craignaient et de la manière dont l'école pourrait s'améliorer. Trinity et Amiya furent les premières à prendre la parole lors de la réunion inaugurale. Kanden arriva également. Il ne parla pas encore, mais il écouta. Ce printemps-là, le collège Jefferson a remporté un prix d'État pour ses programmes inclusifs. Mais pour Trinity,
la véritable récompense est arrivée discrètement un matin d'avril, lorsqu'elle est entrée à la cantine en fauteuil roulant et a découvert sa table préférée déjà réservée, avec une petite pancarte artisanale collée sur la chaise. Réservée à Trinity et compagnie. Elle souriait, non pas parce qu'elle avait besoin d'un siège, mais parce que, enfin, les gens la voyaient comme plus qu'une simple fille en fauteuil roulant. Elle était Trinity, et elle avait atteint son apogée. L'été arriva tôt cette année-là à Birmingham. L'air était chargé d'odeurs d'herbes coupées et de chèvrefeuilles, tandis que des vagues de chaleur scintillaient et montaient sur les trottoirs. Les journées de Trinity étaient remplies des rituels habituels de fin d'année, tests, pique-niques en classe et préparatifs pour la vitrine des talents du printemps du collège, une tradition bien aimée de Jefferson où les élèves de toutes les années affichaient leur créativité. Il y avait toujours des danseurs, des chanteurs et des comédiens, mais cette année, quelque chose de différent a bougé sous la surface. L'école ne terminait pas seulement un semestre, c'était fermer un chapitre. Au cœur de ce changement se trouvaient deux filles qui avaient discrètement réécrit à quoi ressemblait la force, sans demander la permission. Amia a suggéré qu'ils se produisent ensemble lors du showcase. Trinity hésita. Se produire sur scène était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même, pas devant toute l'école. « Que ferions-nous » demanda-t-elle un après-midi alors qu'ils étaient assis sous le magnolia près de l'athlétisme. « De la parole » dit Amia. « Tu écris tout le temps. Ce poème que tu m'as montré sur le ciel, c'était du feu. » Trinity secoua la tête. « C'était juste pour moi. » Amia pencha la tête d'un air pensif. « Peut-être, mais peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre aussi. » Pendant 2 semaines après l'école, ils se sont rencontrés à la bibliothèque pour créer leur pièce. Ils ont écrit sur le fait d'être vus et invisibles, sur le fait de rouler dans les couloirs pendant que d'autres marchaient en faisant semblant de ne pas le remarquer. Ils ont écrit sur des voix qui n'avaient pas besoin de crier mais qui faisaient quand même trembler les murs. Amia a apporté du rythme, du feu et du mouvement. La Trinité a apporté le silence, la grâce et la puissance. Le jour du spectacle arriva, et le gymnase grouillait d'élèves en basket pailleté et débordant d'énergie. Les parents étaient alignés le long du mur du fond, beaucoup prêts avec leur téléphone pour enregistrer. Monsieur Hargrove, le professeur de théâtre, ajustait le pied de micro entre les numéros, interpellant les spectateurs comme un présentateur de foire. Lorsqu'il a annoncé, ensuite, Amia Cross et Trinity et avec une performance originale de créations orales, une ondulation a parcouru la foule. Amia sortit la première, scrutant le public du regard, les lèvres pincées par la concentration. Trinity la suivit, le dos droit, les mains jointes sur les genoux. Elles se positionnèrent au centre du terrain, face au public. Puis Amia commença, d'une voix claire et assurée, « On m'a dit que les filles calmes ne déclenchent pas de révolution. » Ce silence était douceur. Cette immobilité était faiblesse. Mais j'ai vu des orages dans des eaux calmes, et j'ai vu le tonnerre déferler sur les roues. Trinity reprit le fil sans s'arrêter, sa voix plus douce mais non moins autoritaire, « J'ai été invisible et incontournable. J'ai été une blague et un point d'interrogation. Mais maintenant, je suis le point final de vos suppositions. » Leurs mots s'entrelaçaient comme un appel et une réponse, un duo non pas de mélodie, mais de vérité. Le silence régnait dans la salle de sport, ce silence mérité, non forcé au pas une toux, pas un bourdonnement de téléphone, juste l'écho de 2 filles occupant pleinement l'espace, sans complexe. Quand ils eurent fini, il n'y eut pas d'éruption instantanée, juste un battement, une respiration, puis un tonnerre d'applaudissements. La mère de Trinity se tenait près du fond, les mains sur la bouche, les yeux pleins de fierté. Même le principal Gaines s'essuya le coin de l'œil avec sa manche. Camden, assis avec son petit frère près des gradins, n'applaudit pas immédiatement. Il se contenta de regarder Trinity quitter la scène, accompagnée d'Amia, toute dorieuse, détendue et sereine. Se tournant vers son frère, un élève de 6e, à la mâchoire carrée et au caractère têtu identique, il dit, « Tu vois cette épée tondeuse ?» Le garçon massue hocha la tête. C'était cool. Camden hocha légèrement la tête. Ouais, ça l'était. La dernière semaine d'école s'est déroulée dans un flou, rangement des casiers, notes finales, album de fin d'année rempli de signatures et de blagues. Le dernier jour, Camden a abordé Trinity à la bibliothèque. « J'ai entendu dire que tu allais à Washington l'année prochaine, » dit-il, les mains dans les poches. Elle leva les yeux de son livre. « Ouais. Les programmes d'éducation spécialisés sont meilleurs là-bas. » Il hocha la tête. « Tu vas tout déchirer. » Elle n'a pas dit merci, elle a juste souri et c'était suffisant.
Amiya resterait à Jefferson pour la 8e année. Même s'ils ne se voyaient pas tous les jours, leur lien était gravé dans le marbre. Ils ont conclu un pacte, se présenter tous les dimanches, continuer à écrire, continuer à insister et ne jamais laisser le silence s'installer là où appartenait la vérité. Au cours de l'été, Trinity et sa mère ont fait un road trip jusqu'à Selma, traversant à pied et en roulant le pont Edmund Petty, le même pont sur lequel d'autres avant elles avaient marché. Sa mère a partagé les histoires de son grand-père, qui avait fait partie du mouvement en 1965, enseignant à Trinity que le courage n'était pas toujours bruyant. Parfois, c'était une fille tranquille en fauteuil roulant qui se présentait jour après jour, refusant de rétrécir. Pendant ce temps, de retour à Birmingham, le directeur Gaines a invité Amiya à co-diriger le premier conseil étudiant sur la diversité pour la prochaine année scolaire. Nous avons besoin d'étudiants dotés d'une vision, d'une voix et, plus important encore, d'un suivi, a-t-il déclaré. Amiya accepta avec enthousiasme. Elle avait des projets, de nouvelles initiatives d'équité, du mentorat par les pairs et s'assurer que personne d'autre ne passe entre les mailles du filet comme Trinity l'avait presque fait. Quand l'automne est arrivé, les deux écoles se sont senties différentes. Au lycée Washington, Trinity fut rapidement accueillie dans un club de poésie où les élèves utilisaient les mots comme des armures. Elle partagea son texte lors du premier micro ouvert. Une élève de première aux cheveux teints en vert pleura et la serra dans ses bras après. « J'en avais besoin », murmura-t-elle. À Jefferson, Amiya dirigeait des réunions hebdomadaires d'étudiants dans la salle 204. Le groupe est passé de 5 à 15 ans seulement un mois. Ils ont organisé des cercles de dialogue, des ateliers de résolution de conflits et, dans le couloir au-dessus des casiers, l'école a installé une nouvelle fresque conçue par Amiya et peinte par des étudiants en art. On y voyait deux filles l'une debout, l'autre assise toutes deux tournées vers l'avant, le regard fixé sur elle. Au-dessus d'elle, en grosses lettres capitales, on pouvait lire « Le respect ne demande pas la permission ». Pas de plaque, pas de dédicace, juste la vérité. Des années plus tard, bien après que les fresques se soient estompées et que les casiers aient été remplacés, l'histoire a perduré. Les enseignants pointaient du doigt ce couloir et disaient aux nouveaux élèves, c'est là que tout a commencé. Le courage, le changement, le choix de rester debout ou assis, la tête haute. Et de temps en temps, quand quelqu'un demandait ce qui s'était passé un après-midi de printemps où une fille en fauteuil roulant était renversée et qu'une autre fille se relevait, quelqu'un répondait, c'est à ce moment-là que nous avons tous appris à quoi ressemble la vraie force. Car la vraie force ne rugit pas toujours. Parfois elle roule, parfois elle attend, et parfois, sous le regard du monde, elle s'élève ensemble.